suis Clément Adair pour les unités d'Albi. Ma thèse elle s'inscrit dans un laboratoire commun en fait, entre la start-up Diota qui travaille avec Airbus, Dassault et Safran et la région d'Occitanie qui du coup a également financé ma thèse. Donc c'est pas une thèse CIFRE mais c'est une collaboration entre les deux et du coup je vais vous parler d'inspection de moteurs aéronautiques en utilisant des méthodes de deep learning 3D. Donc le contexte industriel dans lequel on s'inscrit, c'est que Diota du coup nous fournit les moteurs CAO pour pouvoir réaliser ensuite nos apprentissages synthétiques et un robot qui va nous fournir nos nuages de points 3D sur les vrais moteurs. Donc c'est les deux types de données qu'on a à disposition. Donc on vient s'intéresser à 3 cas de figure. Donc le cas de figure où on a le support qui est correctement placé et que c'est le bon support. On a le cas d'absence et le cas où c'est un autre support qui a été positionné à la place de celui qui était attendu par la maquette CAO. Donc en étant le premier étant le seul cas correct et les deux cas étant des cas invalides. Donc typiquement là c'est une acquisition 3D que va nous fournir le scanner de la scène. Donc on l'obtient à l'état brut comme ça et donc du coup après il y a des pré-traitements qui vont être nécessaires pour pouvoir le balancer au réseau. Typiquement là le support qui nous intéresse il est positionné à cet endroit là. C'est cette zone là qui va nous intéresser plus précisément pour déterminer s'il est présent ou s'il est absent. Donc du coup pour un récapitulatif on a la maquette CAO, un rendu synthétique de notre moteur qui vient nous localiser précisément où est la pièce. L'image 2D correspondant à l'acquisition et le nuage de points 3D qui est associé. Donc notre approche, en fait, ça va être de s'épargner une longue tâche d'annotation sur des données réelles, parce que sur les nuages de points 3D, comme plusieurs de nos collègues l'ont dit, c'est que c'est vraiment très compliqué. On n'a pas vraiment de module d'annotation automatique pour faire des bandes d'Inbox 3D. Donc on va purement s'intéresser à tout ce qui est CAO pour pouvoir réaliser nos données d'apprentissage et ensuite faire une inférence sur les acquisitions que nous fournit Diota. Et cela en s'assurant quand même une bonne résistance aux situations d'occultation et une bonne adaptation aux situations réelles. Donc dans un premier temps, en fait, ma thèse elle est venue s'inscrire sur le fait que c'était quelque chose qui était un peu inédit du côté aéronautique, du moins il n'y avait pas encore vraiment de publication qui était poussée sur ce sujet. Et du coup, on est venu vérifier si le domaine gap entre les acquisitions CAO pour un apprentissage deep learning 3D pouvait être quand même robuste à des situations cas réelles. Donc on est parti illustrer d'abord une situation de classification pure. Donc ça, c'est des exemples de supports que nous fournit un moteur de Safran. Et donc on voit qu'ils ont quand même des formes assez différentes et que les colliers ne sont pas forcément positionnés au même endroit. Donc des supports comme ça, j'en avais en tout 61 qui m'avaient été donnés de base. Et du coup, pourquoi ça marche pas ? Du coup, j'ai ensuite fait un travail de bibliographie pour essayer de voir c'était quoi les approches qui auraient pu m'aider pour mathématiques de classification. Et donc l'équivalent de Coco et ImageNet pour la 2D, ça s'appelle ModelNet 40 pour la 3D. Donc on va y retrouver des meubles Ikea, de la vaisselle, etc. Donc plusieurs CAO qui vont être répartis dans 40 classes différentes. Et tous les modèles de classification 3D vont venir, entre guillemets, se positionner sur ce dataset pour évaluer leur performance. Il y a eu un vrai retournement dans le 3D à partir du moment où PontNet a fait son arrivée en 2017. Il est venu apporter des classifications et des segmentations sémantiques qui étaient vraiment extrêmement précises. Il a notamment implémenté des RNN, ce qui était vraiment très nouveau, parce que tout le monde se focalisait sur les CNN ou combiner un peu de la 2D, etc. Et c'est vraiment PontNet qui a vraiment su travailler sur le point à l'état brut dans son ensemble et également gérer tout ce qui était notion de perturbation locale et vraiment su approfondir le domaine. Donc en fait, toutes les architectures après que j'ai pu étudier, elles étaient descendantes, directes ou indirectes, de PontNet. J'en ai sélectionné 5 qui correspondaient à ma problématique et pour lequel les résultats étaient quand même assez intéressants. Donc j'ai sélectionné PontCNN, DGCNN qui se base sur des graphes, le seul des 5 qui se base sur des graphes, PCNN, KPConv et ShellNet. KPConv qui est sorti début 2020. Donc quand j'ai voulu générer ma base d'apprentissage, j'ai réalisé une sphère de Fibonacci pour simuler des points de vue théoriques sur
sur mes pièces. Et ensuite, je suis venue appliquer une méthode de Z-buffer pour pouvoir avoir une notion de profondeur sur mes acquisitions synthétiques. Comme ça me permettait de garder les notions d'auto-occultation. Et donc là, on a un exemple typiquement quand on part du modèle CAO et le rendu de point 3D qu'on a en sortie après l'application de nos scanners virtuels. On est également venu appliquer des méthodes de data augmentation 3D faites maison, on va dire, en appliquant des positions de câbles de façon un peu aléatoire, en vérifiant que ça ne vienne pas dénaturer la pièce, mais pour pouvoir simuler justement des situations d'occultation. On a également rajouté du bruit gaussien. Donc, après avoir pris nos 61 modèles CAO, on est venu appliquer la data augmentation, appliquer 40 points de vue théoriques. Donc ça, c'est des hyperparamètres qui ont été ajustés parce qu'il y a eu des expérimentations préliminaires qui ont été faites au début de la thèse pour pouvoir évaluer le nombre de points de vue théoriques qui pouvaient être pertinents. On vient faire une passe de fast sampling pour garder que 2048 points. On répartit en train test validation. Et on vient ensuite réaliser nos apprentissages de modèles dessus. À noter que Cap et Conf, les expériences, elles sont toujours en cours à l'heure actuelle, donc ils ne sont pas présentés dans l'article. Donc du coup, les résultats pour ShellNet, PondCNN et DGCNN, PCNN, on a les courbes d'apprentissage en validation. Et on voit que sur le synthétique, en fait, on arrive très facilement à monter à près de 99% sur tous nos modèles et avec une rapidité d'apprentissage qui est quand même assez intéressante. On remercie Météo France qui nous a prêté son supercomputer pour pouvoir réaliser nos apprentissages avec l'aide du CNRS et toutes les équipes de Toulouse qui nous ont permis d'obtenir ce partenariat. Et du coup, ils étaient très emballés par le projet, donc ils nous ont fourni 5000 heures de calcul GPU pour réaliser nos apprentissages. Ensuite, quand on vient les tester sur nos données réelles, on obtient ces résultats, donc précision, recall et F1 score faites avec la weighted. Au total, j'avais 590 acquisitions réelles du coup que je suis venue pré-traiter de base. Les explications plus profondes elles sont données dans l'article. Et du coup, sur ces résultats, je constate que c'est PondCNN qui a les meilleurs résultats en classification, qui dépasse 95% sur toutes les métriques. Donc du coup, on a décidé de garder PondCNN pour la suite des expériences. On est venu s'intéresser à la classification par classe pour faire une analyse un peu plus poussée des résultats. Donc si on fait un zoom un peu dessus, c'est que là, on a le nombre de points de cloud que j'avais par acquisition. C'est des acquisitions réelles, donc certaines zones sont plus faciles d'accès, d'autres le sont moins, donc on a moins de nuages. Et si on voit un peu plus en détail, on voit que, par exemple, ShellNet se positionne très mal pour la classe 13, là où on a DGCNN et PCNN qui se positionnent moins bien sur la classe 52. Et par contre, PondCNN vient présenter des résultats assez bons sur toutes les classes. Donc on est venu se rendre compte que DGCNN et PCNN étaient très mauvais dès qu'on avait de l'occultation par câble. Là, typiquement, le support qu'on cherche à reconnaître qui est ici, qui est fortement occulté, comme le montre l'image. Et du coup, on se rend compte que les câbles qui ont été signifiés en bleu sur la visualisation, elles viennent vraiment fortement perturber nos réseaux 3D. ShellNet, lui, par contre, il avait plutôt de la confusion. Il n'arrivait pas trop à reconnaître quand les supports se ressemblaient beaucoup. Donc c'est notamment ce qu'on a pu constater pour la classe 13. Donc du coup, on a continué nos expériences avec PondCNN et on a décidé d'introduire le contexte élargi, donc avec les câbles, les tuyaux, etc., pour la phase d'apprentissage. Donc on a procédé à la même méthode pour nos générations de données synthétiques, sauf que du coup, on est venu apporter du contexte un peu plus élargi pour avoir notamment les notions de câbles, etc., pour pouvoir ensuite envisager la discrimination d'absence. On est venu constater qu'en fait, quand on apprenait sur des données auxquelles on avait rajouté justement le contexte élargi, nos résultats ne changeaient pas. Donc là, PondCNN 1, c'est celui qui a été présenté précédemment sans avoir rajouté du contexte, et PondCNN 2, c'est celui qui a été appris sur les nouvelles données intégrant du contexte élargi. Et du coup, on voit que les résultats sont assez similaires. Donc, on s'est dit que ça pouvait peut-être être intéressant de continuer sur la notion d'absence. Donc, l'absence revient à faire exactement la même chose, sauf qu'on vient retirer le contexte, enfin le support, pardon,
le support pour réaliser la simulation de nos situations d'absence. Donc pour ça, on a pris notre réseau. Ce coup-ci, au lieu de présenter 61 classes de sortie, il vient présenter 122, donc 61 situations de présence, 61 situations d'absence. Quand on envoie du coup l'acquisition réelle, il doit savoir s'il a reconnu le contexte d'un support précis et s'il est présent ou s'il est absent. Et là, par contre, on a vu que nos apprentissages sur du synthétique, ils ont été un petit peu plus confus dès qu'on intégrait du contexte, parce qu'on voit que sur les données qui ne concernent que le support, on a des très bons résultats. Par contre, dès qu'on vient faire l'inférence en test sur des données qui intègrent du contexte élargi, que ce soit pour de la présence ou de l'absence, on est déjà moins bon en accuracy et en recall. Donc déjà, là, on pouvait commencer à suspecter le fait que le contexte pouvait peut-être induire en erreur le réseau et qu'il avait plus de mal à discriminer l'absence de la présence. Donc on est venu ensuite réaliser nos inférences sur ce réseau. On avait donc toujours nos 590 acquisitions réelles pour les situations de présence et 34 pour les situations d'absence. Donc, du coup, on a obtenu les résultats ci-présents. Et là, on s'est retrouvé un peu dépourvu parce qu'on voyait qu'on ne dépassait pas vraiment les 50% pour l'absence et qu'on n'était pas très bon sur la présence non plus. Donc, on est venu faire un zoom sur ces résultats pour analyser la proportion de fausses alarmes. Donc, c'est la proportion de situations où le réseau il a décidé que le support était absent, alors qu'en réalité, comme le cas présent, le support est bel et bien présent. Et là, on voit que la proportion de fausses alarmes est quand même assez élevée sur les situations de présence. Donc là, ça représente que les acquisitions qui correspondent à la présence, donc le présent de tête qui est au début avec les 590 acquisitions. Et on voit par exemple que pour la classe 49, on a 97% de situations de fausses alarmes. Donc en fait, il est venu dire dans 97% des cas, alors qu'on a quand même 86 acquisitions sur cette classe, qu'il a reconnu que c'était la classe 49, mais que la classe 49 était absente. Donc ce qui est un peu embêtant pour notre opérateur de devoir vérifier systématiquement si le réseau ne s'est pas trompé sur ce diagnostic. Et la classe 60 qui a présenté 100% de fausses alarmes. Quand on regarde les acquisitions relatives à l'absence, on voit qu'on est un peu mieux, mais c'est pas non plus excellent. Alors là, c'est vrai que c'était un peu le tort au fait qu'on n'avait pas énormément d'acquisitions réelles relatives à l'absence. On remercie Safran parce qu'il se trompe très rarement, donc du coup, on n'a pas beaucoup de situations d'absence, mais du coup, on n'a pas pu les évaluer vraiment sur toutes les classes. Même on a pu voir que c'était pas encore tout à fait ça. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire un traitement à la fin du réseau pour vérifier si, en binarisant, c'est-à-dire qu'on va mettre les classes de présence, les classes d'absence, chacune de leur côté, et donc il va devoir nous dire s'il a reconnu une classe de présence ou une classe d'absence. Et donc ça, c'est en post-traitement de l'apprentissage. Et quand on applique ce filtre, on voit qu'on monte à 88% sur le missing set, c'est-à-dire qu'en fait, dans 88%, il a su reconnaître, certes qu'il ne savait pas ça correspondait à quel contexte de la pièce, mais qu'il arrivait quand même à discriminer le fait qu'il manquait un truc. Il n'y avait pas de collier, il n'y avait pas de vis, il y avait de la texture qui manquait, c'était trop lisse. Et donc du coup, il en a déduit que c'était de l'absence. Donc du coup, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser sur cet aspect-là. Donc en conclusion, on a déduit que l'apprentissage purement synthétique pouvait être très bon sur des thématiques de classification pure pour reconnaître et discriminer les pièces, qu'un apprentissage synthétique inféré sur du réel, on peut avoir de bons résultats, et qu'on était notamment robuste aux occultations suivant le réseau qu'on regardait. On a vu que Ponce-Canel était très bon pour notre problématique. Peut-être que sur un autre moteur, ça sera un autre réseau qui ressortira favori. Et le fait de rajouter du contexte pouvait être un aspect intéressant pour les situations d'absence. Du coup, on s'est demandé si, au lieu de rester sur une sphère de Fibonacci, si on ne pouvait pas utiliser les poses caméras qui étaient fournies par Dioda dans une seconde phase pour voir si c'était plus pertinent. Comme ça, on se positionne vraiment à des angles de vue qui vont être réels pour la caméra, plutôt que de générer des points de vue qui pourraient émettre une confusion suivant le support, parce que l'angle de vue pourrait laisser entendre que c'est un autre. Et on s'est dit qu'on allait peut-être s'intéresser à un panneau, celui de Dassault ce coup-ci, qui allait être un peu plus simple
pour justement être sur des notions beaucoup plus raffinées et pas avoir des tuyaux et des câbles, etc., qui pourraient nous perturber et avoir, en fait, partir d'une problématique peut-être plus simple pour ensuite la complexifier à notre guise parce que les panneaux d'assaut, ils sont dans nos locaux et donc du coup, on peut nous-mêmes les customiser et créer des générations d'absence à volonté. Une autre perspective, c'était de retirer le contexte pour les situations de présence, pour limiter les confusions et apprendre au réseau vraiment à se concentrer sur le support en lui-même et pas à se faire biaiser par tout ce qui pouvait l'englober et être en commun avec les situations d'absence. Ça, c'est aussi en cours. Et une autre perspective, c'était de faire un modèle binaire qui apprenne purement à détecter présence-absence. Et la troisième, c'était de faire une seule classe qui vient répertorier toutes les absences dans la continuité de la dernière expérimentation qu'on a vue. So, voilà, donc mes directeurs de thèse sont Igor Jemencevic et Jean-José Horteux et tous les autres correspondent à l'entreprise Diota. Merci pour votre attention. Des questions? Oui, vas-y. Merci pour ta présentation. Je me demandais si par rapport, tu as entraîné sur des modèles synthétiques et testé sur des données réelles. Oui. Est-ce que tu as une stratégie particulière de transfert? Non, j'ai fait du end-to-end. C'est-à-dire que dans une démarche initiale de ma thèse, j'ai vérifié qu'en apprenant tout le monde sur mes données synthétiques et sans faire de transfert learning à partir des modèles mètre carré, ça pouvait être bon. Et comme on avait eu des résultats très encourageants au-delà de 90, on est resté sur cette approche-là. Mais on est en train de réfléchir à peut-être intégrer du transfert maintenant. D'autres questions? Peut-être une question tu nous as parlé un peu de Capécon. Dans un autre contexte, il y a un stagiaire qui avait utilisé pour la thèse sur les ASL outdoor et ça donnait vraiment des très bons résultats. Est-ce qu'il y a des résultats, quelques résultats En fait, j'ai dû les faire passer sur Météo, enfin, sur les supercomputers de Météo France. Et quand je l'ai fait passer sur mes données, Capécon n'a pas été très conciliant. Et ils avaient vraiment beaucoup de mal à faire marcher. J'ai essayé pendant 1 ou 2 semaines. Comme j'avais une deadline pour une autre conférence, j'ai dû accentuer plutôt sur la présentation d'autres résultats et avancer pour mon comité de suivi. Du coup, j'ai un peu mis ça en stand-by pour le moment. Mais de base, c'était celui qui partait vraiment favori parce qu'effectivement, du fait de ces filtres circulaires, le fait qu'il y avait une notion de dézoom qui était très progressive, il y avait quand même le fait que les convolutions soient rigides ou non rigides, ça pouvait aider pour notre problématique et j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir présenter les résultats. Voilà. Je pourrais juste recommander un modèle d'essayer le Recursive IO. Je vais parler cet après-midi de ce modèle qui permet de prendre comme input plusieurs types de données. Donc tu pourrais prendre le point cloud et aussi des images 2D. D'accord. Et le modèle arrive à faire du sens de différents types de... Combiner les deux informations. Ouais. Et par exemple, si je vous donnais l'image synthétique que j'ai du modèle SAO, ça pourrait marcher aussi? Oui. D'accord. Bon, ça pourrait être la question. Merci beaucoup. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres